En 1968, Stanley Kubrick révèle au monde son 8e long-métrage, qui malgré son accueil mitigé à l'époque, deviendra avec le temps un film culte et surtout un pilier de l'histoire du cinéma et de la science-fiction. 50 ans plus tard, souvent imité mais jamais égalé, il frappe encore par ses effets spéciaux, sa précision scientifique, sa réflexion autour de la place de la technologie dans nos vies et a laissé dans nos mémoires une trace indélébile grâce à sa bande-son. Ce film, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier la Caisse d'épargne d'Île-de-France qui, pour son bicentenaire, nous a offert l'opportunité de réaliser cette vidéo, ainsi que d'autres collègues de YouTube dont vous retrouvez les productions en description. Ajoutons aussi que la Caisse d'épargne d'Île-de-France est l'un des plus importants mécènes de la musique classique en France, donc je pense qu'on peut les remercier une nouvelle fois pour ça. Et maintenant, un petit peu d'histoire. La musique a toujours été indissociable du cinéma. Dès les débuts du cinéma muet, pour couvrir le bruit du projecteur et renforcer l'intensité dramatique des scènes, on joue de la musique, souvent interprétée par un pianiste faute d'orchestre, et régulièrement issue des livrets répertoriant des extraits d'œuvres classiques pouvant s'adapter à telle ou telle situation selon son caractère comique, tragique ou autre. En 1908, Camille Saint-Saëns crée la première bande originale du cinéma pour le film L'assassinat du duc de Guise de Calmette et Lebargy. 18 minutes de musique ininterrompue conçue pour la toute première fois dans le but d'accompagner un film. Saint-Saëns comprend très vite comment accompagner l'image par la musique et utilise des leitmotifs, pensés par Berlioz et démocratisés par Wagner, pour symboliser les différents personnages à l'écran et pour la compréhension des différentes séquences. Et d'autres compositeurs s'essaieront à la musique de films comme Ravel, Schoenberg ou encore Varèse, mais sans réel succès. Peu avant les années 30, Hollywood fait sa révolution avec l'arrivée du cinéma parlant. C'est à partir de ce moment que l'on va faire appel de manière quasi systématique à des compositeurs, accompagnés par un département musical, avec des arrangeurs, des orchestrateurs, et bien d'autres encore, pour créer des partitions originales dont Max Steiner ou Bernard Herrmann écriront les plus grandes pages. Ainsi, la musique classique et l'utilisation de musique préexistante se fera bien plus rare dans les salles de cinéma, du moins jusqu'en 1968. Dans la filmographie de Kubrick et dans l'histoire du cinéma, il y a un avant et un après 2001, l'Odyssée de l'espace. Très introverti au quotidien, Stanley Kubrick était un vrai tyran sur les plateaux de tournage et voulait absolument tout contrôler, jusque dans le moindre détail. Jusqu'à la musique évidemment, qui lui pose quelques soucis. Pour 2001, il veut absolument utiliser de la musique classique, ancrée dans la mémoire collective des spectateurs, pour apporter plus de profondeur au ressenti de ce public, alors que la MGM veut lui imposer le compositeur Alex North, pourtant fort en 1967 de déjà 9 nominations aux Oscars pour des films comme Un tramway nommé Désir ou Spartacus, déjà dirigés par Stanley Kubrick, mais ça, c'est une autre histoire. Et Kubrick, une fois sa décision prise, fera tout pour que les producteurs cèdent à ses exigences et renvoient Alex North. Sur un film pour lequel il a 12 millions de dollars de budget, ce qui était dans les années 60 beaucoup, je peux vous dire que c'était pas si simple de négocier avec la production. Toutefois, Alex North ayant pourtant composé une bande originale complète, découvrira seulement le soir de l'avant-première à New York que sa musique n'a pas été retenue pour le film et entendra, comme tout le monde dans la salle, du Strauss, du Khatchatourian ou encore du Ligeti. Et même si Ligeti est un compositeur contemporain de l'époque, les œuvres qui lui sont empruntées n'ont pas été composées spécifiquement pour 2001. Kubrick dit: dans 2001, j'ai utilisé Ligeti, compositeur contemporain. Mais si l'on veut utiliser de la musique symphonique, pourquoi le demander à un compositeur qui, de toute évidence, ne peut rivaliser avec les grands musiciens du passé ? C'est un pari que de commander une partition originale. Elle est toujours faite au dernier moment, et si elle ne vous convient pas, vous n'avez plus le temps d'en changer. Mais si la musique convient à un film, elle lui ajoute une dimension que rien d'autre ne pourrait lui donner, elle est de toute première importance. Kubrick offre à chaque œuvre qu'il utilise une réelle fonction. Elles servent son propos et ne font qu'un avec l'image. Par exemple, pour la scène d'ouverture de 2001, il déclarait là aussi « J'avais l'intention de suggérer, par l'intermédiaire de la musique, l'idée du développement de l'espèce humaine à partir de son origine et à travers les diverses phases de son développement, religieux et scientifique. » J'apprécie l'intention de Kubrick d'utiliser de la musique dite classique, et de manière générale, je suis super heureux d'en entendre au cinoche ou à la télé, mais une question finit par se poser. Quand vous entendez cette musique, pour peu que vous soyez cinéphile, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit ? Est-ce que c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ouverture du film de Kubrick, ou bien c'est Ainsi parlait Zarathustra de Strauss. Autre exemple avec le film Orange Mécanique où globalement c'est vrai, on comprend qu'il y a beaucoup de Beethoven puisque c'est un personnage central de l'histoire. Mais si on s'attarde sur le générique d'intro du film, pouvez-vous me dire qui en a composé la musique ? À l'époque c'est Wendy Carlos qui se charge de la musique avec un instrument qui vient de débarquer, le synthétiseur. Elle revisite aussi dans le film Beethoven, Rossini et d'autres, mais ce générique qui est si marquant et qui pose immédiatement l'ambiance du film n'est pas une composition originale. C'est une reprise des funérailles à la reine Marie de Purcell datant de 1695.
Tant pis donc pour Purcell, et dans Barry Lyndon, tant pis pour la sarabande d'Handel, qui n'est d'ailleurs jamais jouée exactement comme l'original tout au long des 3 heures et quelques du film. Dans Shining, tant pis pour la symphonie fantastique de Berlioz, dont le dies irae est si important, et pour l'ouverture d'Eyes Wide Shut, et bien tant pis pour la valse de Shostakovich. Messieurs, place au duel. Avec ces films, Stanley Kubrick a permis au grand public d'entendre à nouveau de la musique classique, dans une période où le vinyle est en plein boom et permet au disco, au rock et à la variété d'envahir les oreilles du monde, laissant peu à peu le classique réservé à un public d'habitués et d'initiés. 3. Et même si à sa sortie, 2001 n'a pas un immense succès auprès du public, sauf pour les rastaquoires dans votre genre, bande de têtes de bite, ces putains de racailles qui vont se défoncer devant la scène psyché de la fin du film, les cinéastes vont se gargariser de musique classique, en mettre absolument partout dans leur production de merde. Maintenant, quand on entend une musique, on voit forcément les putains d'images de leur film. Un exemple, oui, si je te parle de la chevauchée des Valkyries, à quoi tu penses? Apocalypse Now de Coppola, chef. Bravo Gimli, t'es moins con que t'en as l'air. Et j'aime pas ça, est-ce que tu sais pourquoi j'aime pas ça? Non, je sais pas, chef. Dommage, Passe-Partout, t'avais fait la moitié du chemin. Si j'aime pas ça, c'est parce qu'on utilise toujours les mêmes 2 minutes 30 d'extrait de ce putain d'opéra à la con qui dure 3 heures et fait partie lui-même d'un cycle de 4 opéras. Au total, on connaît que 2 minutes 30 de musique sur 12 heures au total. Est-ce que tu trouves pas ça fou, bordel de merde? Oui, c'est fou, chef. Prenons aussi l'Adagio de Samuel Barber dans Elephant Man ou Platoon et l'ouverture de 1812 de Tchaïkovski dans V pour Vendetta et bien d'autres exemples encore possibles. Je suis sûr d'ailleurs que si j'enlève la musique, rien qu'avec les images, vous l'entendez quand même et l'inverse fonctionne également. Le problème de la musique classique depuis les années 70 et son utilisation régulière au cinéma et maintenant dans des pubs ou même des jeux vidéo, c'est qu'on oublie d'où elle vient et qu'on ne retient que ce qu'elle a servi. On a tendance à toujours utiliser les mêmes morceaux pour les mêmes types de séquences. De l'émotion, l'Adagio de Barber, un moment épique, le Dies Irae de Verdi ou les Valkyries, un réveil matinal Peer Gynt de Grieg évidemment, comme c'était le cas au début du cinéma. La musique n'est plus qu'un accompagnement, un prétexte pour jouer sur l'émotion du spectateur. Même si les scènes sont grandioses, elles n'ont pour fonction que d'être la sauce qui va apporter du goût à votre plat. Tout cela fait qu'avec le temps, et à cause de la fainéantise de certains réalisateurs, on se retrouve aujourd'hui avec une standardisation du répertoire classique dans les médias et un appauvrissement du nombre de morceaux connus par le grand public. Alors une question se pose, faut-il encore utiliser de la musique classique au cinéma? Oui, il le faut. Parce que s'il y a des aspects négatifs à ce procédé, parfois quand on a affaire à un réalisateur qui va un peu plus loin que les autres, on découvre des scènes où la musique est présente pour ce qu'elle est vraiment et arrive presque comme un objet indispensable au développement d'une scène, comme chez Charlie Chaplin ou chez Bertrand Blier. Il te plaît cette musique? Quelle musique? T'entends pas une musique là? Où ça? Dans la maison. Les musiques dans la maison? Il y a aussi des films où la musique est le cœur du propos. On peut citer les biopics de Mozart ou Beethoven évidemment, mais il y a aussi un film qui a eu un effet incroyable pour la musique classique, je pense à Tous les matins du monde d'Alain Corneau en 1991. Grâce à Corneau et au grand Jordi Savall qui s'est occupé de la bande-son, ce film, à l'origine un livre certes, nous a permis de redécouvrir le compositeur français du XVIIe Marin Marais et la viole de gambe, instrument totalement oublié, suscitant même des vocations chez certains. Et puis quand on se retrouve avec des personnes comme Kubrick, on obtient des scènes où la musique remplace le narrateur, où elle nous explique ce qui se joue sous nos yeux. Si on analysait un exemple en particulier, au hasard la scène de jeu de Barry Lyndon, mais en simplifiant au maximum. Ici, sans que les personnages principaux nous prononcent le moindre mot, on comprend les enjeux de la scène. Nous sommes dans une soirée mondaine, la musique se contente de nous mettre dans l'ambiance. Puis au moment où le violon et le piano vont intensifier leur jeu, le premier regard. Le croupier annonce « rien ne va plus ». Le jeu de regard se poursuit, puis le compagnon de Lady Lyndon la surprend à regarder Barry, et le thème principal revient, installant une ambiance plus lourde, une ambiance de duel entre les deux hommes qui se regardent dans le blanc des yeux, une ambiance de défi. Le violoncelle arrive, il isole les deux nouveaux amoureux, plus personne d'autre n'existe dans la scène. Sans que le moindre mot n'ait été prononcé, vous avez compris ce qui vient de se passer sous vos yeux grâce à la musique. Utiliser la musique classique au cinéma, c'est prolonger l'espérance de vie de celle-ci.
Certaines personnes ont réussi à s'intéresser à la musique classique grâce au cinoche, et la mémoire collective retient les plus grands airs grâce à tous ces chefs-d'œuvre. Même si la musique est parfois détournée de son message initial, au moins elle est là encore 100, 200, 300 ou même 400 ans après sa composition. À vrai dire, elle a déjà connu bien des vies et des évolutions avant d'arriver jusqu'à nous. En dehors de l'interprétation de son compositeur, une musique ne révèle plus jamais ensuite son véritable visage. Chaque musicien, chaque chef d'orchestre y apporte sa touche personnelle, et les réalisateurs au cinéma font de même. Alors pourquoi pas ? Tant pis pour Wagner, tant pis pour Purcell et Schubert, pour Beethoven, du moment que leur musique vit. Ceux qui voudront s'y intéresser plus en détail le feront, et les autres passeront à côté mais conserveront en tête leur mélodie, et c'est là finalement l'important. Au bout du compte, c'est aux spectateurs de choisir ou de faire l'effort, c'est à vous d'être un peu curieux. La musique, elle, reste éternelle. Toutefois, si Stanley Kubrick avait vécu plus longtemps, peut-être aurait-il pu se rendre compte qu'il s'était trompé au sujet des compositeurs de musique de film. Ou peut-être que tout révolutionnaire qu'il fut, il n'était pas allé assez loin encore pour faire du compositeur un assistant réalisateur, comme peut le faire aujourd'hui un Christopher Nolan avec Hans Zimmer, chez qui musique et image se confondent et donnent des résultats incroyables. Mais sans Stanley Kubrick, pas de Nolan, pas de Spielberg, de Lucas et autres génies du cinéma, pas non plus même de fossoyeurs de films ou de Squeezie sur YouTube, qui utilisent régulièrement de la musique classique dans leurs vidéos et permettent sa diffusion à des millions de personnes. Et sans Kubrick, sans tout ce monde, peut-être que la musique classique aurait totalement disparu des radars, hormis pour un public initié, ou bien serait-elle réservée à une certaine élite sociale. Et sans Kubrick, cette chaîne YouTube n'existerait pas non plus. Alors merci Stanley, et merci à vous de faire preuve de la curiosité nécessaire pour que chaque jour, un peu moins de monde associe la valse de Shostakovich à André Rieu ou à des spots pubs pour des assurances, ou encore Ainsi parlait Zarathustra à Richard Strauss, et pas à 2001 l'Odyssée de l'espace. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci encore 2001 fois à la Caisse d'épargne d'Île-de-France pour son soutien dans sa réalisation. Vous pouvez retrouver dans la description les détails du projet, les vidéos des 4 autres vidéastes soutenus par la Caisse d'épargne d'Île-de-France qui fête cette année son bicentenaire et a souhaité soutenir 5 chaînes qui aiment partager leur passion pour la culture, chacune de leur domaine de prédilection. Encore une fois, merci, abonne-toi, mets la cloche et à la prochaine.